Pour aller plus loin, découvrez la formation en ligne Faux Départ, se réapproprier la naissance. Césarienne, position sur le dos, col qui ne se dilate pas, peur, panique, souffrance. Et si finalement on était tous programmés, avec nos fausses croyances qui nous rendent dépendantes et les hommes impuissants? Retrouvez cette formation, très facile d'accès. Vous pourrez avoir accès au contenu de façon illimitée. Les vidéos, les podcasts, entre nous. Vous allez vous déprogrammer et sortir de vos peurs parce que vous allez comprendre que vous êtes capable. Cette leçon en vidéo et 13 en podcast. Tous les sujets concernant l'accouchement et toutes mes recherches. Disponibles sur mon site emmacreuzy.com et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes capable. Bonjour les amis, bienvenue dans cette capsule sur la dilatation du col de l'utérus. Ça, c'est une capsule qui me plaît beaucoup, Julie. Salut. Bon matin. Bon matin, comme on dit au Québec. Moi, j'apprends plein de nouvelles expressions, j'adore. Je commence presque à parler comme vous autres. Comment dire? Ça va, t'es en forme? Ah oui, super. Bon, cool. En fait, je les aime toutes, les capsules de Faux Départ, parce que, comme tu sais, eh bien, quand j'ai préparé la naissance d'Ivy à la maison, j'ai fouillé partout sur YouTube. Et l'histoire de Faux Départ, ça vaut le détour parce que, en fait, on s'est rencontrés avec Julie dans ce contexte-là. Et je me disais, c'est dommage, il n'y a pas sur ça, il n'y a pas sur ça, il n'y a pas sur ça. Donc, quelque chose de simple à naviguer avec, tu vois, quelque chose aussi qui dure un certain temps. C'est pas juste 5 minutes et puis hop, on envoie le sujet next avec tout qui va tellement vite. Et donc, cette dilatation du col, c'est important. Je me réjouis qu'on fasse aujourd'hui le tour d'horizon sur toutes les fausses croyances. On va parler aussi de Friedman qui a bien fichu tout en l'air avec ses observations, probablement avec de bonnes intentions au départ, mais on a utilisé ces observations, on va dire, de façon extrémiste. Et du coup, on en arrive maintenant avec encore des gens qui nous disent « Mais madame, c'est 1 centimètre par heure ». Et donc, les pauvres comme moi qui se retrouvaient après avoir subi je ne sais pas combien d'heures de contraction pour le premier bébé, t'arrives, tu te dis « Bon, si on me contrôle, mon col, je dois être au moins à 8 avec tout ce que j'ai vécu. » Quand on te dit « Vous êtes à 3 centimètres, mais c'est 1 centimètre par heure », toi, tout de suite, tu fais le calcul et tu dis « J'en ai encore pour 7 heures, c'est pas possible. Péridurale, s'il vous plaît. » Et c'est parti, je vais sur le toboggan faire un petit tour de manège. L'effet toboggan. Bon, moi, je te fais rire et c'est chouette. Bon, les amis, on va attaquer avec Julie sur ce sphincter, qui est donc le col de l'utérus. Et donc, pour qu'on comprenne bien comment on fait pour que ce col s'ouvre, Julie, comment on fait dans la physiologie pour arriver à se déprogrammer de ces fameux centimètres par heure? Est-ce que tu as envie de nous parler de Friedman peut-être avant? Ben en fait, juste pour revenir un peu sur ce que c'est le col, puis comment ça se produit, c'est que l'utérus il est fermé la plupart du temps, puis il y a une petite ouverture où notre liquide menstruel va couler, nous les femmes, 1 fois par mois. Et sinon, le col qui est comme on peut imaginer une poire qui est virée à l'envers, puis on enlève la tige là, de la poire. C'est un peu de quoi ça a l'air, si on veut. Ce col-là, pour laisser passer le bébé, il doit se dilater, il doit s'ouvrir, il doit s'amincir, puis ensuite s'ouvrir pour que le bébé puisse passer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il se dilate? On n'a rien à faire. En fait, la nature, elle a tout fait. La Cro-Magnon avait pas besoin de penser, savait peut-être pas qu'elle avait un col, que le col allait s'effacer, qu'elle allait se dilater. Tu sais,
ça arrivait seul. Et quand on s'interroge un peu maintenant, nous, parce qu'on se questionne beaucoup sur qu'est-ce qui va faire que le col va se dilater, c'est souvent le positionnement de la tête du bébé sur le col. C'est-à-dire que le bébé est dans l'enveloppe avec le liquide amniotique et la tête du bébé va créer une pression contre le col de l'utérus et avec chaque contraction, c'est-à-dire que l'utérus va se serrer, puis ensuite va se relâcher. Quand c'est le temps de l'enfantement, chaque contraction va aider le bébé à se placer, puis à se positionner, puis à créer cette pression. Et graduellement, le col va se dilater, va s'ouvrir. Puis ensuite, le bébé va pouvoir franchir le col, puis descendre dans le vagin, puis naître. Fait que c'est un processus qui est involontaire, dans le sens que je le veuille ou que je le veuille pas, et ça va se passer comme ça a besoin de se passer. Et comme tu disais, c'est un sphincter, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement intime. Friedman, lui, dans la poussée des années 40, 50, il y a eu une grosse médicalisation de la naissance et il y a eu l'apparition, à partir du début du siècle, je dirais, des hommes dans les pratiques obstétricales. Et dans la pensée rationnelle, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait objectivement et souvent mécaniquement. Donc, il a été déterminé que quand le col est dilaté complètement, il est à 10 cm. Mais c'est pas vraiment 10 cm dans le sens que ça peut être très différent d'une femme à l'autre, mais 10 cm, ça veut dire qu'il est comme ouvert au complet. Puis, on a dit que quand il est à 10 cm, le bébé peut descendre. Et nous, on s'est mis à mécaniser un peu ce processus-là. Les humains, on a mécanisé ce processus-là en disant que il fallait attendre qu'il soit dilaté et une fois qu'il était dilaté, il était complètement ouvert, on allait dire à la femme de pousser pour que le bébé descende dans le vagin. Alors que si on observait comment ça se passe physiologiquement, si on faisait juste observer, si on était des invisibles puis on était capable de rentrer en dedans puis de voir qu'est-ce qui se passe, tout ça avec la pression du bébé se fait de manière physiologique, sans qu'on y pense. Puis le bébé, graduellement, il descend avec chaque contraction. Il fait son passage dans le vagin jusqu'à la naissance. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Mais quand la médecine s'est mise à examiner l'accouchement, on a rentré les doigts dans le vagin et on a commencé à mesurer ça. Puis, c'est ce qui a créé cette espèce d'échelle mécanique de t'es effacé à 50%. Ça veut dire que le col, il s'est aminci. Et là, t'es dilaté. On rentre un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Il y a une façon d'étirer les doigts pour nous permettre de mesurer c'est quoi l'ouverture. Et Friedman, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une courbe. Il a dit, je vais mesurer l'ouverture du col de l'utérus, puis je vais mettre ça sur une courbe où là, je vais voir la dilatation en fonction du temps. Donc là, les femmes y arrivent au début, sont pas dilatées, ça commence à dilater très, très tranquillement. À un moment donné, ça dilate très rapidement, ce qu'on appelle la phase active. Puis après ça, il y a l'expulsion du bébé. Et donc, ça, lui a commencé à mesurer un peu la durée de ça. Et au début, on disait, il faut pas que le soleil se lève 2 fois sur une femme qui enfante. Donc, il fallait pas que ça dure plus que 48 heures parce qu'on pensait que ça, c'était très long et qu'il y aurait des complications. Et après ça, on a dit c'était 36 heures, un enfantement naturel. Après, c'est 24 heures. Là, c'est 8 heures. Là, tu vois, ça réduit toujours, cette durée-là réduit toujours. Puis, ce qu'on cherche à faire, les humains, c'est de créer une espèce de norme. Tu sais, de dire, tout le monde doit rentrer sur la courbe. Puis, si toi, ton système dévie de la courbe, ben ça veut dire que tu es dans une situation de dystocie de problème. Le problème qu'on a avec ça, il y a de multiples problèmes. Le premier problème, c'est que la physiologie est pas mécanique, puis que toutes les femmes sont uniques, puis que toutes les naissances sont uniques. Il y a des femmes qui ont des grossesses qui sont plus longues,
puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus courtes. Fait que ça peut varier entre 38 puis 43 semaines, 37, 43 semaines. Il y a quand même une grande variabilité là-dessus. Comme les menstruations, on a des femmes qui vont menstruer à 10 ans, puis il y en a d'autres à 15 ans ou à 16 ans. Puis ça, c'est considéré comme, tu sais, ça fait partie de ce qu'on est comme humain. On a une variabilité. Donc, ça veut dire que le travail va varier en fonction de la mère puis de l'enfant. Donc, en fonction de la grosseur du bébé, de comment le bébé est placé, de comment les hormones sont relâchées chez la mère, de comment le bassin de la mère permet au bébé de descendre et de se positionner. Il y a beaucoup de facteurs qui vont influer. Et il n'y a pas une vérité sur le déroulement du travail pour tout le monde. Alors, dès lors qu'on a commencé à dire qu'il y a un temps limité et qu'il y a une dilatation qui doit se faire dans ce temps-là, on a commencé à créer des situations qu'on appelle dystociques. Et là, je sais pas combien de femmes, 30, 40, 50% des femmes vont dire « mon col dilatait pas ». Hein, on entend souvent cette histoire-là. Mon col a arrêté de dilater. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs pour ma première fille, tu sais. Mm-hmm. Je le raconte en long, en large dans le bouquin. Et les podcasts, c'est exactement ce que je disais. Mon col ne dilatait pas. Mm-hmm. Tu vois? Donc, le corps incompétent. Mm-hmm. Et quand on ne connaît pas la physiologie, justement, c'est pour ça qu'on fait ces capsules, les amis, eh bien, on reste dans la persuasion qu'on n'est pas capable, que le corps, c'est une autre façon de dire « je ne suis pas capable » en réalité. Mm-hmm. Mais c'est un peu le message qui nous est livré, tu vois. On s'attend à ce que ton col dilate de telle façon, et comme ton col dilate pas de telle façon, ça veut dire que ça va pas. Si on revient sur la base de ce que c'est, la première chose, c'est il faut s'assurer que le bassin de la mère soit équilibré, qu'il soit balancé. Chez beaucoup de femmes sédentaires, parce que maintenant, on est dans un régime très sédentaire. On se déplace en voiture, on est assise beaucoup, et donc, on a créé une immobilité sur notre bassin, souvent, où on a des déséquilibres. Il y a certains côtés qui sont plus tendus que d'autres côtés. C'est pour ça que moi, je recommande à toutes les femmes pendant leur grossesse et même avant la conception de faire des suivis en ostéo ou avec un kiné ou avec quelqu'un qui fait de la fasciathérapie ou, tu sais, quelqu'un qui va travailler sur les tissus mous pour bien balancer le bassin, qu'il n'y ait pas trop de tension ni d'un côté ni de l'autre, sur les tissus mous. Parce que une fois qu'on travaille sur les tissus mous, on est en mesure de créer de l'espace. Et quand on crée de l'espace, le bébé réussit à mieux se positionner dans cet espace-là. Quand il est mieux positionné, il est capable d'appliquer une bonne pression avec une flexion au niveau du menton dans le bassin de la mère pour que ça puisse faciliter la dilatation, l'effacement et la dilatation du col. Et c'est clair que Julie, là, quand on en est à ce genre de considération, c'est bien aussi d'avoir en face de ses yeux l'image de la position sur le dos. Toi, tu la nommes la position pourrie, mais on voit énormément dans les structures hospitalières et notamment dans les, comment dire ça, dans les contextes d'accouchement qui sont induits parce que il y a une grosse mode de déclenchement aussi, où les femmes sont couchées et donc on dit oui, mais ça dilate pas assez vite. Mais donc du coup, on est bien d'accord dans ce genre de conditions-là, la tête du bébé ne peut pas bénéficier de l'aide de la gravité. Exactement. Puis, il y a aussi d'autres problèmes qui arrivent en amont. Il y a une vingtaine d'années, des routines, ils faisaient ça à tout le monde. Ils rupturaient la poche des os, OK? Ils rupturaient les membranes et ils déclenchaient. Ils faisaient les deux, un en arrière de l'autre. Alors, si le bébé n'est pas descendu dans le bassin et qui est encore haut, et que là, on rupture la poche des membranes, la poche des os, le bébé va être suctionné, il va être descendu vers le bas. Mais s'il n'est pas bien positionné, parce que là, il n'a pas fait ses rotations, lui, il est encore haut, puis qu'il n'a pas eu le temps, il n'a pas été capable de se positionner, là, du coup, il peut arriver dans une position qui n'est pas adéquate, qui n'est pas favorable. Et là, le col, il va pas se dilater, il n'y aura pas la pression qui va s'exercer par sa tête pour
faciliter la dilatation, tu vois. Julie, vu que tu parles de ça, j'en profite pour glisser un mot. Vous savez, les amis, à quel point on vous parle dans Faux Départ de l'effet toboggan. Et comme tu parles justement de cette mode qui a eu, heureusement il y a un petit peu moins, mais ça persiste encore beaucoup, hein, cette façon de rompre la poche des os. Certaines femmes même ne le savent pas, on leur fait un toucher vaginal, puis on en profite, on dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Mais effectivement, comme tu dis, quand la tête du bébé n'est pas bien positionnée, ça peut même être dangereux de faire ça, parce que on peut déclencher des facteurs de risque pour ce qu'on appelle les procidences du cordon. Et donc, ça donne vraiment des facteurs de risque. Le cordon du bébé peut passer devant sa tête. On imagine bien un lavabo qui se vide aussi, hein, dans certaines conditions. Et là, ça peut être une vraie urgence pour une césarienne, par exemple, puisque le cordon se trouve compressé entre le bassin de la maman et la tête du bébé qui, tout d'un coup, vous voyez, ça ne se fait pas comme ça, de rompre les membranes, et ça peut créer des situations vraiment gravissimes, hein, quand le bébé est pas bien positionné. Hein. Exactement. C'est pour ça que pour la dilatation du col, comme je t'ai dit, ne rien faire reste quand même une des bonnes tactiques. Le N de brain. Oui, exactement, le dernier point. Il y a aussi, en fin de grossesse, souvent, ce que les professionnels vont proposer, c'est de décoller les membranes. Ils vont rentrer le doigt, puis ils vont décoller pour favoriser le travail. Mais chaque intervention peut créer son lot de complications. C'est pour ça que Mère Nature a quand même bien calculé l'affaire. Et tout ça, c'est basé sur le fait que il faut que la grossesse elle soit de 40 semaines, il faut que la durée du travail soit de tant d'heures, il faut que la dilatation se fasse à tel rythme. Tu vois, tout ça, c'est basé sur des critères externes, pas sur l'unicité de la femme qui enfante et de ce bébé qui est unique aussi. C'est pour ça que on essaye de se retirer de ce modèle-là. J'aimerais bien, si tu es d'accord, Julie, qu'on parle de ce côté du col, si on l'aborde du point de vue d'un sphincter, parce qu'un sphincter, on peut pas le contrôler. Justement, comme tu dis, ne rien faire. Mais même si on voulait et qu'on dit, allez, maintenant, tu t'ouvres, mais en fait, il répond pas comme ça, le col, puisque il est, c'est un sphincter. Inamé Gaskin en parle très bien, hein, elle parle de la loi des sphincters, d'ailleurs. Et donc, j'aimerais qu'on parle justement de cette physiologie, à quel point c'est important de préserver un cerveau analytique, le néocortex éteint. J'aimerais que tu nous expliques justement le rôle de cette physiologie, le rôle de notre mémoire, la cro-magnone, pour que on puisse avoir un col qui s'ouvre dans les meilleures conditions. Pourquoi je te demande ça? Parce que on s'est rendu compte à travers l'histoire, il y a eu des témoignages, on a encore des écrits là-dessus, de femmes qui étaient en travail, donc c'était vraiment lancé, hein, c'était pas on va dire les Braxton X comme on dit, et donc à la maison, hein, parce que c'était dans des anciens textes, et puis déboulait le toubib du village, parce qu'il y a eu aussi toute cette arrivée de praticiens qui ont commencé à avoir la main mise sur les accouchements, et certaines femmes ont vu leur travail complètement s'arrêter, le col même se refermer. Exact. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi cet aspect, de nouveau, on ne contrôle pas. Le cerveau archaïque, lui, s'il détecte un danger, s'il a une bouffée d'adrénaline, eh bien, ça peut arriver sur certaines femmes que carrément, ça se referme. Absolument. Et des sages-femmes, moi en tout cas, j'ai entendu des témoignages qui avaient fait des contrôles, même si on n'aime pas trop en physiologie faire des touchés vaginaux, mais en tout cas, elle avait dit, j'ai contrôlé ma patiente, elle avait un col qui était dilaté à temps, et quand on arrive en structure, parce qu'il y avait eu un transfert, on va dire, de convenance, là, c'était pas du tout une urgence. Quand ils ont contrôlé la femme, elle avait pas la même ouverture que chez elle, c'était un peu refermé. Et du coup, tout le monde disait à la sage-femme, mais vous avez dit n'importe quoi, c'est pas du tout vrai. Et donc, on voit que ça peut arriver. Alors, comment on fait pour préserver ce col pour qu'il s'ouvre dans les meilleures conditions en physiologie? Ben, on arrête de mettre les doigts dedans. C'est comme un œil, tu sais. Tu mets ton doigt dans l'œil, puis tu dis comment on pourrait faire pour pas que l'œil pleure. Arrête de mettre ton doigt dedans. Tu sais, il va arrêter de pleurer. C'est simple comme ça. Tu sais, c'est simple comme ça. Tu sais, que tu dises pourquoi ils mettent leurs doigts dans mon vagin? Pourquoi? Tu sais, pour aller voir si mon col se dilate.
Mais la Cro-Magnon, elle, ça le faisait, quoi. Et elle se mettait pas les doigts dans le vagin, j'étais à peu près sûre, pour savoir où est-ce que, tu sais, si son col était dilaté et à quel... Je suis pas mal sûre qu'elle devait faire ça, elle devait pas faire ça. Donc, ça veut dire que on sent, nous autres, en dedans, dans notre corps, on sent le bébé qui bouge, on sent le bébé qui descend. Tu sais, on le sent, on voit, les femmes, ils mettent leurs mains sur leur vulve, puis ils disent, ça pousse, tu sais, je le sens. Tu sais, on le sent. Nous autres, on sent même notre sang quand on est menstrué. Tu sais, on sent on le sent couler. Fait que on est sensible, on est capable de savoir où est-ce que ça se passe. Est-ce que j'ai besoin de savoir que le bébé est à +2 ou à 0 est-ce que c'est nécessaire de le savoir dans notre tête? Ben, la réponse, c'est non. Tu sais, c'est non, parce que pour nous autres, quand le mental embarque, tu sais, moi, je me rappelle quand on dit aux femmes, t'es dilatée à 2, t'es dilatée à 4, il y a tout le mental qui embarque. Puis là, t'as le cadran, t'as l'horloge qui est devant toi, dans ta salle. Tu dis, ben, ça fait comme 12 heures que je suis ici, j'étais à 2 centimètres. Ça va pas le faire, quoi. Ça va me prendre 3 jours encore. C'est notre mental qui embarque. C'est pas comme ça que ça marche. Ça peut dilater très rapidement. Très, très rapidement. Ça peut prendre 5 minutes pour faire plusieurs centimètres. Ouais, donc, ça, c'est la bonne nouvelle, les filles qui nous écoutaient, c'est que effectivement, ça peut aller très, très vite, surtout vers la fin, comme tu le disais tout à l'heure. Un col, il peut vraiment s'ouvrir et se détendre et se déployer de façon très rapide. Tu vois, moi, quand j'ai accouché dans la piscine, j'ai eu un toucher vaginal, justement, un seul pendant mon enfantement. J'ai donné mon accord dans ce contexte-là. Et je me souviens, j'étais à 5 centimètres. Eh bien, entre ce moment-là et le moment où mon corps a commencé à pousser tout seul, il s'est pas passé beaucoup de temps. Et même moi, je me suis dit, c'est dingue, je me suis dit, c'est fou, est-ce que je suis vraiment en train de pousser? Mais en même temps, je contrôlais plus rien, hein. Là, j'arrivais même plus à réfléchir. J'étais complètement déconnectée de tout. Mais j'avais encore quelque chose en moi qui me disait, c'est fou. Et je me souviens d'avoir réfléchi à ce moment-là. Enfin, ça se passe très, très vite, hein. Mon premier accouchement où mon col ne voulait pas, il y avait rien à faire, il était fermé comme une porte blindée. Et là, je me suis vue vraiment me dire, waouh, c'est incroyable. Bon, de toute façon, là, on maîtrise plus rien, hein. C'est pour ça que ça se passe bien d'ailleurs, parce qu'on n'est pas justement dans le contrôle. Mais c'est impressionnant quand on le vit de se dire, waouh, en fait, on nous a mis dans la tête que c'est 1 centimètre par heure. Le Friedman dont tu parlais tout à l'heure, lui, il avait fait ses observations pour en faire des moyennes. D'après ce que j'avais noté, il a fait ses observations sur environ 500 femmes. 500. En 2021, il y a eu 700 000 naissances en France. Ben oui, c'est sûr. Puis en plus... Et on parle, mais je le répète, on parle d'une observation dans les années 50 sur 500 femmes. Exactement. En plus, il n'y avait pas à cette époque-là la péridurale. Exactement. Donc, le travail n'était pas perturbé par tout un tas de choses. Donc, on ne peut plus comparer. C'est incomparable, tout ça. Il y a eu beaucoup de biais par rapport à ça, mais lui, qui voulait faire des observations, on a pris ces données pour en faire des courbes, comme tu disais justement, et on les utilise maintenant parce que, quand tu disais tout à l'heure, pourquoi on continue de faire des touchés vaginaux, ben finalement, ça rejoint ce qu'on dit à chaque fois, ça rassure les professionnels qui sont formés à gérer les risques. Exactement. Et donc, tout l'aspect médico-légal, moi, au moins, on pourra rien me dire parce que j'ai contrôlé le temps dans ma prémisse qui me dit, plus c'est long, plus c'est dangereux. Exactement. Alors qu'en fait, c'est pas vérifié, tout ça. Exactement. C'est pour ça que, tu sais, après, chacun va décider, puis si les filles, vous accouchez dans une maternité, puis que vous dites, non, je veux pas me faire examiner, c'est un point à négocier, on va dire. Ça peut être difficile, ça peut être dur, parce que c'est le paramètre qu'ils utilisent pour savoir si ça va bien ou si ça va pas bien. Moi, je rêve de la société où on demande à la femme, ça va-tu ou ça va pas? Puis que c'est la femme qui décide. Je me rappelle dans l'enfantement de Malika, la professionnelle, la sage-femme qui disait, mais là, c'est l'heure pour faire l'examen. Puis elle disait, non, je veux pas d'examen. Puis là, elle notait dans le dossier, mais tu sais, c'était
c'était pas rassurant pour elle. Puis Malika, elle disait, je sens, le bébé bouge, ça descend, je le sens. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Fait que j'ai aussi vu des situations que je trouvais intéressantes. Tu sais, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais si on se sent interpellé à faire ça, j'ai vu des femmes décider, eux autres mêmes, de mettre leurs doigts dans leur vagin pour évaluer où est-ce qu'elles étaient, tu sais. Fait que je dis pas que c'est la formule à faire, mais si ça peut rassurer quelqu'un, ben on peut le faire, tu sais. Je veux dire, on a déjà mis nos doigts dans notre vagin là, puis on sait qu'on est capable de vérifier. Je me rappelle une fille avec qui j'avais fait des suivis. Elle me disait qu'elle, ça l'intéressait, tu sais, puis elle voulait voir quand il était pas effacé, comment c'était, puis elle savait quand le col s'effaçait, c'était comme même quelque chose qu'on peut partager avec notre partenaire, tu sais, d'aller explorer ça, tu sais, de découvrir son propre corps, de découvrir qu'est-ce qui se passe dans notre temple. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Mais je pense que la chose qu'on veut, le message qu'on voudrait communiquer aujourd'hui, Emma, c'est vraiment le fait que la nature a bien fait bien les choses et qu'il n'y a pas un modèle universel pour tout le monde. Oui, il y a une chose aussi que peut-être tu pourrais rappeler, c'est l'importance d'avoir la mâchoire molle parce qu'il y a une connexion entre ces deux parties du corps. Exactement. Fait que ce qu'on dit aux femmes, c'est observer, tu sais, vous pouvez faire ça à la maison, crier, puis observer votre périnée. Puis vous allez voir qu'il y a une connexion qui se fait entre la langue et puis le périnée. Donc, quand on laisse la langue molle, quand on laisse les babines molles, le périnée se relâche. Ça aide aussi. Ça aide à créer cette mollesse dans notre intérieur. En fait, c'est aussi ce qui expliquerait peut-être pourquoi certaines femmes, quand elles rient, elles ont des fuites urinaires. Parce que maintenant que tu dis ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'imaginer comme ça, mais ça peut arriver. Mais tu sais, quand justement les périnées ont pu être abîmés par un certain nombre de choses pendant l'enfantement, il y a des femmes qui ont justement des petites incontinences quand elles rigolent, par exemple. Hein. Et là, et fait, comme tu dis, dès qu'on relâche ici, c'est connecté avec le périnée. Alors justement, Julie, j'aimerais que tu nous dises ce que tu penses de ce déclenchement à l'italienne, parce qu'il y a des couples en fin de grossesse qui se disent, bon, on va aider un peu le col à se ramollir avec les prostaglandines naturelles de monsieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gynécologues qui ricanent quand les couples demandent si ça fonctionne et on leur dit que ce sont des remèdes de grand-mère qui servent à rien. Tu sais, les grand-mères, elles ont plein de sagesse, hein? En fait, je suis en train d'essayer de t'énerver un peu. Tu vois comment je fais, hein? Je vois. En plus... Mais les grand-mères, elles sont pleines de sagesse, hein? Puis je te dirais que c'est surtout avec le Bonaparte, hein? En Italie, on dit n'importe quoi en Italie. Exactement. En fait, c'est un processus qui fonctionne très bien, hein, parce que, comme tu dis, dans le sperme de l'homme, il y a les prostaglandines. Les prostaglandines, c'est une hormone qui va aider à assouplir, à déclencher le col, à permettre des contractions, tu vois. Donc, moi, je pense que la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui est... Tu sais, la vie a bien fait les choses. La sexualité, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Tu sais, en fin de grossesse, pendant la grossesse, il y a beaucoup de bénéfices. Tu sais, je dis pas qu'il faut se sentir coupable si on n'est pas inspiré, OK? Je vous dis pas qu'il faut vous sentir coupable, mais je peux vous dire que il y a des bénéfices à être en rapport intime avec notre partenaire. La première chose, c'est qu'on va déclencher beaucoup d'hormones de bien-être. Tu sais, les feel-good hormones, là, c'est vraiment les endorphines. On va déclencher l'ocytocine parce qu'on va être en peau à peau, on va être proche. Et ces hormones-là vont profiter au bébé. Donc, tu sais, des fois, le père dit « Ouais, mais je suis comme un peu mal à l'aise, là, le bébé est pas loin. » Mais le bébé est quand même loin. Il y a tout, tu sais, il y a tout le passage, il y a le liquide amniotique qui est autour du bébé. Puis, de toute façon, ça crée des vagues qui sont plaisantes pour le bébé aussi. Ça faut imaginer que ça le fait un petit jacuzzi.
Oui, exact. Et puis que nos hormones vont être transmises au bébé. Donc, le bébé va profiter des endorphines, va profiter de toutes ces hormones de bien-être et de calme. Il y a aussi l'effet que ça a sur le col de l'utérus, parce que le fait d'avoir une pression sur le col de l'utérus, c'est un des centres énergétiques, un centre énergétique puissant chez la femme et chez l'homme. Le gland et la tête, le col de l'utérus, c'est des centres énergétiques puissants. Et donc, le fait d'avoir c'est comme un massage qui se fait du col de l'utérus, qui est aussi bénéfique, qui fait du bien. En plus d'avoir la prostaglandine qui est dans le sperme, qui va aider à la maturation du col. Mais tout ça dans son temps, parce que des fois, les femmes me disent, oui, mais si ça produit de l'ocytocine de faire l'amour, est-ce que ça va pas me faire accoucher préterme? Ben, ça nous fait pas enfanter préterme parce que on a des récepteurs pour l'ocytocine dans notre utérus et tant qu'on n'est pas prête, les récepteurs sont fermés. Ils acceptent pas la molécule. Donc, la molécule, elle circule dans le corps, mais elle n'a pas un effet sur l'utérus comme tel. Donc, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Et même quand on n'est pas enceinte, quand on fait l'amour, l'ocytocine va créer des mini-contractions sur l'utérus. L'utérus, il va basculer. Donc, c'est vraiment ce que la nature a prévu pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente en sécurité, protégé avec notre partenaire et que le bébé puisse bénéficier de toutes ces hormones-là. Fait que si c'était un remède de grand-mère, ben c'était une bonne grand-mère, je te dirais. En fait, j'ai pas réussi à t'énerver comme je voulais, mais je vois que tu commences maintenant à être vraiment briefée. En réalité, les amis, on utilise des prostaglandines aussi dans les déclenchements avec des molécules qu'on met sur des tampons avec des gels, un gel notamment intracervical. Et on utilise cette méthode dans les structures hospitalières. Donc, la prochaine fois qu'un gynécologue ou qu'un praticien se moque de vous parce que vous parlez de déclenchement à l'italienne, sachez que finalement, c'est la même chose, mais c'est moins glamour sous les néons de l'hôpital quand même, faut le dire. Oui, dis-moi, Julie. Mais les prostaglandines, l'autre fois, tu avais rapporté que les prostaglandines qui sont utilisées, c'est pas des prostaglandines. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il y a des informations qui m'étaient apparues comme étant choquantes, mais je vous les communique là. Mais apparemment, certaines prostaglandines viendraient de sperme de porc. Mais je peux pas être formelle sur quelle marque utilise quelle substance parce que malgré des heures et des heures et des heures d'investigation, je peux pas aujourd'hui être formelle. Par contre, effectivement, ça vient de la thèse universitaire de Stéphanie Saint-Amand. Donc, pour le moment, je ne peux pas encore jeter le pavé dans la mare de façon officielle, mais ça reste quelque chose que je dis dans les couloirs et donc on en profite vu qu'on est entre nous avec des millions de personnes qui vont m'entendre. Mais c'est vrai que c'est quand même choquant parce que quand on lit dans une thèse universitaire donc qui a quand même été lu et vérifié par des pairs qu'effectivement il y a du sperme porcin qui a été appliqué dans certains gels mis sur des tampons dans le vagin des femmes, on se dit what is going on? Parce que moi, j'ai eu la totale pour ma première fille. J'espère que c'était pas le cas parce que je suis très sensible aux énergies. Comme tu le sais, Julie, on partage justement cette, on va dire cette facette très très subtile sur tout ce qui se passe au niveau des échanges, que ce soit quantique, électrique, etc. Et à l'idée d'avoir vécu ça, c'est pas non plus que ça m'enchante. Donc maintenant, c'est toi. T'as vu, tu fais pareil que moi maintenant. C'est toi qui me mets sur la piste de décollage. Bon, du coup, on a quand même bien rigolé dans cette capsule sur le col. J'espère qu'on vous a aidé parce qu'il y a des femmes en fait qui arrivent en fin de grossesse et elles sont tellement en stress et en anxiété avec aussi la pendule où on vous dit attention, c'est bientôt le terme, attention, c'est bientôt le terme. C'est d'un stress, c'est horrible et donc du coup le col lui aussi il subit finalement ce stress parce qu'il y a tout ce processus là. On parle un petit peu d'hormones, tu as parlé d'ocytocine tout à l'heure. Le cerveau, il a besoin de se déconnecter. Nous, tu te souviens quand on préparait les capsules de faux départ, quand j'étais en fin de grossesse en 2021,
j'étais complètement altérée à la fin, j'avais l'œil vitreux, j'étais plus là. Et ça, c'est bon signe aussi pour le col finalement, parce que on sait qu'il va avoir les meilleures dispositions pour s'ouvrir quand ça va vraiment commencer. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Mais tu sais, la nature est tellement bien faite. Si on regarde des jeunes femmes qui n'ont pas été trop conditionnées, programmées, puis tu les regardes enfanter, puis ils disent ben oui, c'est, tu sais, une espèce de nonchalance, là. C'est un peu ça que ça nous prend. Nous, on pense tellement. Tu sais, plus on vieillit, on pense, on calcule, on programme, on met dans l'agenda, tout ça. C'est juste de laisser faire, laisser la nature aller. Fait que prendre nos responsabilités, puis après, lâcher prise. C'est dur pour nous autres, hein, parce qu'on est habitué d'être tu sais, au Québec, on dit les germaines, on gère et on mène. Fait que, tu sais, il faut laisser la germaine derrière, puis juste faire confiance et être la déesse qui canalise, qui se laisse aller, qui laisse la vie vibrer dans son corps, dans son être, puis tu sais, ça va le faire. Ça l'a fait, ça fait des milliers, des dizaines de milliers d'années que ça le fait. On n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin d'être en danger, on peut juste choisir de bien se préparer, puis de lâcher prise, puis de faire confiance. Il y a un point que j'avais envie d'évoquer avec toi, c'est quelque chose aussi que les professionnels, parce que nous, dans Faux Départ, on parle autant aux futurs parents, aux mamans, qu'aux professionnels. Et elles aussi, elles sont perdantes dans tout ce qui se passe, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas que les sons émis par la mère pendant son accouchement révèlent son état du col. Mmh. Et ça, c'est dingue, parce que finalement, tu parlais de touchés vaginaux tout à l'heure. Et tu as parlé aussi, avant que on arrive sur les sons, tu nous as parlé tout à l'heure de liquide amniotique, rupture des membranes. J'aimerais juste dire une chose, parce que dans ton pays, donc au Québec, il y a eu une étude qui a été faite sur 5000 femmes. Donc là, on peut considérer que c'est une méta-analyse sur 5000 femmes? Ben, une méta-analyse, c'est quand tu compares plusieurs études. Plusieurs études. Donc, alors, celle-ci, c'était pas une méta-analyse parce que c'était une seule étude, mais il y avait une cohorte quand même qui était de 5000 femmes. Oui. Donc, c'est déjà un peu plus que Friedman, qui était 10 fois moins. Hein. Exact. Et donc, ils ont étudié les risques d'infection une fois que les femmes ont les membranes rompues. Puisque ce qu'on nous dit, c'est qu'une fois que vous avez les membranes rompues, il faut accoucher dans les 12 heures. Je crois que c'est ça, hein, le timing. Sinon, c'est la catastrophe. Vous risquez d'avoir des infections. Bref. Et donc, sur ces 5000 femmes, ils ont regardé. Il y en a certaines qui ont du coup accouché 4 jours après quand même. Hein. Il y a eu aucune augmentation des infections. Mais par contre, il y avait un critère qui était appliqué à toutes les femmes, c'est qu'elles n'avaient pas de toucher vaginal pendant ce temps-là. Exactement. Donc, du coup, ça commence à t'énerver. Je sens que ça remonte. Et du coup, le toucher vaginal, est-ce qu'on pourrait dire aux professionnels qui nous écoutent qu'il peut être remplacé par l'oreille? Juste écouter les sons que fait... Alors évidemment, si elle est sous péridurale, ça marche pas. Ben, moi, je dirais, la première chose qu'il faut faire, c'est faire confiance. Faire confiance. C'est comme s'ils n'ont jamais confiance. Ils n'ont pas confiance que le corps, ça va le faire. Puis, tu sais, avant, c'était 24 heures, 48 heures, 24 heures. Là, c'est 12 heures. Là, c'est tout de suite. Aussitôt que tu as une rupture des membranes, tu vas à l'hôpital. C'est sûr que si tu vas à l'hôpital dès que tu as une rupture des membranes, ça peut mal finir. Ça peut finir dans l'effet toboggan. Mais comme tu dis, il n'y a pas de risque, il y a très peu de risque d'infection si tu ne vas pas insérer tes doigts dans le vagin. Donc, est-ce qu'on pourrait dire à place, personne qui va m'examiner, tu vois? Puis, quand on n'a pas besoin d'avoir un examen pour savoir si la femme est en travail. La femme, elle peut nous le dire. Oui, je sens que ça descend, je sens que j'ai des contractions, des vagues, je sens le bébé qui est dans mon vagin. Puis les sons, tu vois, on les entend beaucoup vers la fin quand la pression est sur le périnée. Puis que là, le réflexe commence, le réflexe expulsif, tu sais, on en a parlé dans la poussée réflexe, quand c'est involontaire. Ça, c'est vraiment le son qui est reconnu. Tu sais, c'est là où on commence à voir, OK, là, c'est expulsif, le bébé est descendu et plus bas. Donc, je pense qu'on revient toujours comme sur la même chose, c'est faisons confiance.
Faisons confiance. Puis les filles, si ça vous inspire d'aller allumer un cierge à l'église ou de faire une prière ou de vous entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui vous envoient de l'énergie, faites les rituels qui vous permettent de vous ancrer dans la certitude que ça va le faire et que s'il y a quelque chose qui va pas, que vous allez entendre l'alerte dans votre corps, que vous allez le savoir dans votre corps. Puis je vous rassure en vous disant que 100% des professionnels dans tous les pays du monde où je suis allée, à chaque fois que je leur ai demandé, est-ce que les femmes savent quand ils vous disent ça va pas, est-ce qu'elles ont raison, oui ou non? Et ils m'ont toujours dit oui, elles ont toujours raison. Donc, travaillons sur notre sagesse intérieure, celle qui nous dit, moi, je suis en contact avec ce bébé-là 24 heures par jour, donc, je vais me mettre dans l'état d'ouverture pour entendre ce que l'univers, ce que mon bébé me dit, puis s'il y a une difficulté, j'hésiterai pas à demander de l'aide, mais si ça le fait, ça le fait. OK, alors, on arrive au moment où on va résumer tout ce qu'on a dit, parce que je pense que cette capsule, elle peut vraiment être comme un outil dans votre boîte, les filles, pour préparer votre accouchement, parce que la phase de dilatation, elle est capitale. Si on passe, on va dire, les 5 premiers centimètres, grosso modo, si c'est pour donner des chiffres, je sais que ça rassure malgré tout, on va dire que c'est quand même déjà top, parce que après ça va vite. Ça va vite. Et puis même, ah oui, peut-être on pourrait juste dire avant de résumer, cette fameuse phase de désespérance qui est vers les 7-8 centimètres, là, tu sais. Hein, toi, tu parles dans ta formation d'une rando. Et quand on arrive justement presque au dernier point, Karine aussi, avec le vortex de la naissance, elle parle du sommet. Mais disons, là, quand on arrive à ce désespoir, c'est commun à toutes les femmes. C'est souvent là que celles qui étaient même motivées à faire un enfantement naturel peuvent demander la péridurale. Et c'est là que le chouchou est capital. On en a parlé aussi dans la capsule sur les chouchous. Qu'est-ce que tu as envie juste de dire par rapport à ce moment critique de l'ouverture du col qui nécessite encore un dernier petit coup de pouce, j'ai envie de dire, même s'il n'y a rien à faire, mais on se comprend quand je dis ça. Oui, exactement. Il faut avoir la certitude que ça va le faire. Puis d'avoir, j'ai vu des belles choses là. Il y a des filles qui se font, j'ai vu un ballon, tu sais les ballons que tu utilises là pour bouger. Une fille avait écrit sur son ballon plein de mots. Ça va le faire, t'es une déesse, je travaille avec toi mon bébé. Elle s'était écrite elle avait écrit plein d'affirmations qui l'inspiraient. D'autres ont fait des posters avec des images de situations qui leur donnent confiance. Il faut s'entourer de cette conviction que ça va le faire. Puis d'avoir notre chouchou, puis de dire à notre partenaire, la personne qui nous accompagne, quand tu vois là que là je commence à avoir des doutes, parce que c'est ça qui arrive, cette phase de désespérance, c'est je pense que, tu sais, au début, je suis courageuse, je suis en forme, j'y vais, tu sais, puis je bouge, je mange, je fais mes trucs, puis là, t'es fatigué, ça fait 12, 15 heures, 18 heures, tu regardes ça, c'est comme, hey, c'est long, là, ça va-tu le faire? Puis là, il y a un doute qui se rentre, qui vient dans notre esprit, puis là, je suis fatiguée, je pense que je suis découragée. Ça, là, c'est les signes, ce sont les signes de la désespérance. C'est cette phase-là. Les chouchous, vous devez reconnaître cette phase-là. Vous devez la reconnaître. Puis je me rappelle avec Malika, à un moment donné, là, je voyais, je commençais à sentir là, qu'elle trouvait ça dur. Puis je lui ai dit, Malika, sais-tu où t'es? Ben, je voulais dire, sais-tu où t'es dans tes phases, dans ton processus? Puis elle me dit, ben, je suis dans ma chambre, là. Puis je dis non, t'es dans la phase de transition, tu vois. Et puis là, elle fait OK. C'est comme si là, elle avait prévu une musique pour cette phase-là. Parce qu'elle savait que c'était pour être vraiment un crux. Hein? En escalade, un crux, c'est un dernier coup, man, c'est une difficulté. Puis elle s'était prévu une musique spécifique pour sa phase de désespérance. Donc là, elle met cette musique. Oui, exact. Mais le problème, c'est qu'elle en avait choisi juste une. Puis la phase a duré un petit bout, tu vois. Fait qu'on a entendu en boucle cette même chanson-là pendant je sais pas combien de fois, qu'elle s'est répétée. Mais ça a été son code à elle pour dire, là,
je lâche. Je lâche, je lâche, je lâche. Ça veut dire que je suis rendue dans cette dernière phase, ça va le faire. Même si j'avais l'impression que ça allait pas le faire. Ah, je suis rendue là. Parfait. Là, j'ai compris. Puis c'est pour les partenaires, tu sais, c'est de pas paniquer dans cette phase-là, puis de dire il me semble t'as mal là, tu devrais prendre la péri, il y a quelque chose qui va pas, parce que souvent les partenaires, on va les retrouver dans le corridor, qui vont aller chercher le professionnel. Là, ça va pas là. Vous allez faire de quoi? Ça fait 15 heures qu'elle est ici, elle a des contractions, ça avance pas, faut faire quelque chose. Donc les chouchous, hold the line, tu sais, tu restes fort, tu restes l'arbre, puis tu dis j'ai confiance, t'es en train de le faire. Je suis avec toi, t'es pas seul, puis on va le faire ensemble. Puis les filles, laissez-vous aller, mettez votre musique, mettez-vous debout, dansez, faites ce que vous avez besoin pour bien vous sentir, puis ayez la confiance que c'est en train de le faire. Alors tu vois, quand j'étais dans ma piscine à quatre pattes en train de demander aux anges qui viennent m'aider, c'était ça ma désespérance. Eh bien, j'ai visualisé que mon col était comme un cercle de lumière et qu'à chaque vague, il grandissait, il grandissait, il grandissait. Et en fait, j'ai pas imaginé ce cercle comme étant plus petit que moi, mais plus grand que moi. Et donc, j'ai utilisé des images de formes plus grandes que moi en me disant plus je vais exagérer et plus ça va être fort. Au même titre qu'on verra dans une capsule sur le moment du passage du bébé, parce que c'est important aussi, ça fait peur à beaucoup de femmes. À ce moment-là, je me suis imaginée comme étant une femelle mammouth, tu vois, comme ça, j'étais immense. Et donc, c'est passé, mais tellement vite. Même moi, ils m'ont dit 3 fois, la sage-femme et Pascal, elle est là. J'avais pas capté que la petite était sortie, en fait. Donc, voilà. Alors, on va résumer. Les points sur le col, je le fais et tu me dis, tu complètes, d'accord? J'ai noté quelques points. Donc, la dilatation s'accélère en fin de travail. Ça, je crois qu'on l'a dit et c'est important de le savoir. Ça vous permet de garder le moral, les filles. Surtout si ça fait déjà un moment que vous contractez depuis des semaines. Donc, ça va très vite, en fait. C'est pas juste linéaire, hein. Il y a des coups d'accélérateur en fin de travail. Le col peut s'ouvrir de plusieurs centimètres, donc en quelques minutes. Ça vient avec ce que je viens de dire. Donc, on oublie le 1 centimètre par heure. C'est une pensée. Comment vous dites au Québec? Pensée c'est pas une fausse. C'est une pensée erronée, ouais, presque et handicapante finalement. Oui. Enfin bref, une pensée erronée pour nos amis québécois. Il peut se refermer aussi. Alors là, je ne veux pas le dire trop parce que c'est pas le but de vous faire peur, mais disons, sachez qu'il faut vraiment préserver cette intimité et les chouchous, baliser le territoire, comme dit Julie. Vous sortez les griffes si on veut venir faire des choses à votre chérie et puis que vous aviez convenu que c'était no way. C'est pas le moment de baisser les bras sur toute cette belle préparation que vous avez faite. Donc, c'est un sphincter, votre col, et il est lié à votre bouche et à votre mâchoire. Donc, on ramollit tout ça. C'est ça. Et puis, évidemment, il faut utiliser la gravité parce que les lois de la nature sont faites pour nous. Ce sont nos amis. Donc, si possible, on reste mobile, on bouge. Et d'ailleurs, une femme qu'on laisse tranquille, elle ne va pas aller se mettre sur le dos dans le canapé à ce moment-là. Est-ce qu'il faut compléter ces points? Je dirais à rajouter un peu la visualisation que tu as mentionnée, la visualisation qui va travailler au niveau du quantique, de l'invisible, de l'énergie. La visualisation, on dit toujours, là où je mets mon attention, mon énergie, elle va. Donc, si je mets mon attention sur cette espèce d'anneau qui grossit, qui grandit, la lumière, le passage, imaginez comme vous voulez, mais ça, le fait d'imaginer, ça va nous aider à créer les conditions propices. Puis ça fait partie de notre propre pouvoir, puis on a cette capacité-là, puis ça donne tellement des beaux résultats. Super. Ça donne envie. Ça donne envie, les filles, vous êtes capables. Et maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent et même des femmes qui nous disent « Je suis pas encore enceinte, mais je regarde déjà les émissions de Faux Départ parce que je comprends qu'en fait, ça me
réconcilie avec mon intuition et maintenant je comprends pourquoi j'étais pas très motivée à l'idée d'accoucher, rien qu'à l'idée de tomber enceinte et de devoir passer par ce mauvais moment à passer. En fait, c'est juste une opportunité extraordinaire de vivre notre puissance. Et vous voyez, comme quand on accède à la connaissance, on retourne complètement notre perception de la réalité parce qu'on se réapproprie en fait ce pourquoi on est faite, c'est-à-dire de se laisser traverser. On est un canal de vie, c'est extraordinaire. J'adore parler de ça. Je trouve que ça donne un sens aussi à toutes ces épreuves qu'on vit qui sont en fait des opportunités et pas des mauvais moments à passer. Faut vite qu'on en finisse. Quelle horreur. Voilà. Donc, Julie, je te remercie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Tu as fait un super beau résumé. Moi, je suis enchantée. J'adore ces épisodes. Puis j'espère qu'elles vont pouvoir aider toute l'humanité, au fond, autant les femmes qui ont déjà enfanté, les partenaires qui ont été là, celles qui veulent enfanter. On est tous concernés par la chose, hein? Merci les amis. En tout cas, on vous remercie pour vos partages. Vous retrouvez Julie, Malika, toutes les formations et tout ce qu'on vous conseille et compagnie l'univers de Faux Départ dans la barre d'infos de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut Julie. À bientôt. Pour aller plus loin, découvrez la formation en ligne Faux Départ, se réapproprier la naissance. Césarienne, position sur le dos, col qui ne se dilate pas, peur, panique, souffrance. Et si finalement on était tous programmés, avec nos fausses croyances qui nous rendent dépendantes et les hommes impuissants? Retrouvez cette formation, très facile d'accès. Vous pourrez avoir accès au contenu de façon illimitée. Les vidéos, les podcasts, entre nous. Vous allez vous déprogrammer et sortir de vos peurs parce que vous allez comprendre que vous êtes capable. Cette leçon en vidéo et 13 en podcast. Tous les sujets concernant l'accouchement et toutes mes recherches. Disponibles sur mon site emmacreuzy.com et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes capable.